Voilà, donc on va continuer ensemble ces vidéos à partir des nombreuses questions que nous avons reçues. Et pour commencer, d'ailleurs, cette question va nous permettre d'entamer la discussion. C'est une question d'un sujet de 18 ans. Il a 18 ans et il demande à ses parents pourquoi le fait de parler à quelqu'un serait plus efficace que de réfléchir soi-même. Je trouvais que c'était une question intéressante et puis j'espère évidemment que les échanges que nous avons là, dans le cadre de ces vidéos, ce serait peut-être un début de réponse pour lui. Mais j'aimerais que tu dises quelque chose là-dessus parce que c'est une question quand même essentielle. Donc pourquoi le fait de parler à quelqu'un est plus efficace que de réfléchir soi-même? Oui. Avant de parler d'efficacité, il faut parler de la raison pour laquelle, dans une analyse, il n'y a pas, contrairement à ce que l'on pense souvent, une seule personne, mais deux. Ce qui fait qu'on peut parler de dialogue analytique. Dialogue analytique ne veut pas dire que chacun parle autant que l'autre. Simplement, ça indique que quand on parle, on s'adresse. Et dans la psychanalyse, évidemment, on s'adresse à quelqu'un et pas, on ne s'adresse pas au mur. Alors, pourquoi c'est plus efficace? C'est assez facile d'une part de se rendre compte que si on réfléchit tout seul, puisqu'on ne parle pas tout seul en principe, on réfléchit tout seul, assez vite on s'aperçoit qu'on pense toujours les mêmes choses et qu'on bute toujours sur les mêmes points. Et évidemment, il y a des raisons à ça. Il y a des raisons à ça, et en particulier, la première des raisons, c'est que un sujet qui parle, ça pose la question de comment il a appris à parler. Et d'où lui est venue la langue. Et est-ce que cette langue qu'on appelle d'ordinaire maternelle, est-ce que cette langue est telle que toute sa vie, le sujet parlera cette langue? Alors, dans un premier temps, l'enfant apprend à parler et croit, au fond, qu'il a une langue. Ce qu'il faut bien apercevoir, c'est que c'est la langue de l'autre. Et que donc, tout le problème est là. C'est que comment un sujet va-t-il passer de la langue de l'autre à sa langue propre? Et pour ça, il faut en effet s'adresser à quelqu'un. Il faut s'adresser à quelqu'un qui est un psychanalyste, qui va, à certains moments de la cure, renvoyer, interpréter ce qui est dit, de telle sorte que cet analyste fera entendre au sujet quelque chose qu'il ne sait pas qu'il est en train de dire. C'est-à-dire que l'analyse, c'est ça, c'est que le sujet ne sait pas ce qu'il sait. Et donc la fonction de l'analyste, ça consiste essentiellement à lui faire entendre que dans ce qu'il dit, autre chose se dit. Et évidemment, c'est à partir de cette autre chose qui se dit que le sujet va apercevoir à quel point il est aliéné à la langue de l'autre. Et que donc il va pouvoir peu à peu s'en dégager et construire ce qu'est sa langue. D'ailleurs, à ce propos, Lacan dit bien que la langue s'invente, la langue est vivante parce qu'on l'invente à chaque moment, à chaque instant. Et qu'il n'y a pas de langue vivante en dehors d'une langue parlée. Alors, évidemment, il faudrait là dire beaucoup de choses sur la question de la langue. Je ne vais pas le faire là tout de suite. Mais ce pourquoi c'est plus efficace de parler à quelqu'un que de tourner en rond tout seul, c'est parce que c'est dans la mesure où la langue vient du lieu de l'autre qu'il faut s'adresser à un autre. Voilà rapidement ce que je répondrai là-dessus. D'accord. Bon, écoute,
À partir de la vidéo de la dernière fois, on a eu beaucoup de questions, enfin, tu as eu beaucoup de questions sur le réel. Évidemment, c'est ce qui nous touche aujourd'hui, le réel, enfin avec ce virus, quoi qu'il faudrait peut-être y réfléchir. J'ai entendu que certaines analyses disaient que ça n'avait pas à voir avec le réel. Euh, mais surtout, ce que je voudrais que tu nous précises, c'est qu'il n'y a donc pas un réel, mais des réels. Est-ce que tu pourrais un peu situer ces réels, nous dire, voilà, nous dire qu'est-ce que c'est ces réels, qu'est-ce que sont ces réels? La question est difficile. Ce que je pourrais dire d'emblée, c'est que, pour bien cadrer les choses, c'est que le réel n'est pas la réalité. Et que la réalité, pour faire simple, la réalité, c'est le fantasme. Donc la question du réel, Lacan l'a théorisée à différents moments de son enseignement, et il faut bien dire que cette conception du réel, cette notion de réel a évolué. Alors, dans un premier temps, que le réel soit ce qui revient toujours à la même place, c'est-à-dire ce qui se répète, ça concerne essentiellement le réel de la science. Dans la première vidéo, j'ai assez peu parlé de la question des savoirs, disons, affines à la psychanalyse. J'avais cité la littérature et la philosophie, mais il faut évidemment y ajouter la science. Parce que, au fond, aujourd'hui, c'est quand même beaucoup à la science que nous avons à faire, ou en tout cas, en la croyance en la science. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, la science? La science, elle prend les phénomènes, elle les formalise à l'aide de petites lettres qui donnent donc des formules. Et ces formules constituent, dans le rapport qu'elles ont entre elles, un savoir. C'est le savoir de la science et c'est le discours de la science. Mais comme vous en avez sans doute l'idée, la science ne parle pas toute seule. La science ne parle pas, les petites lettres ne parlent pas. Et donc, il faut évidemment des scientifiques, des sujets de la science, pour que la science passe dans le discours. C'est d'ailleurs un point tout à fait important, ça je le dis en passant, c'est que la question des mathématiques est essentiellement conditionnée par le désir des mathématiciens. Et donc cette question du désir fait le pont avec ce qui est en question dans l'analyse, qui est la question du désir. Alors, à côté du discours de la science et de ce que la science établit comme savoir, on peut se poser la question de savoir dans quelle mesure la psychanalyse a à voir avec les mathèmes. Et il faut bien dire que dans l'enseignement de Lacan, pendant longtemps, ces mathèmes ont constitué pour les analystes ce qui était visé. Et donc on peut penser là à l'écriture du fantasme, à l'écriture de la pulsion, à S de grand tabaret, c'est-à-dire le manque de garantie dans l'autre, et un certain nombre de mathèmes que je ne vais pas développer là. Pour ceux que ça intéresse, allez voir le texte La subversion du sujet et dialectique du désir, où le graphe de Lacan, le graphe du désir, développe les mathèmes qui sont utilisés. Alors, je me suis un peu perdu là. Oui, je te demandais un peu de situer les différents réels. Voilà. Parce que au fond, c'est pour les différencier du réel de la cure. Parce que il me semble qu'il est très facile de tout mélanger. C'est-à-dire de penser que tout est le réel. Et je pense enfin, il me semble que la cure fait rencontrer un réel particulier, qui n'est pas le réel justement viral, le réel des astres, enfin des astres,
Voilà. Et donc, j'aurais aimé que que tu distingues le fait qu'il y ait des réels et qu'il y ait ce réel qui est rencontré dans l'analyse. Si tu veux, c'est pour poursuivre sur l'idée que l'analyse peut pas tout, mais qu'elle fait la différence. C'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose de, comment dire, spécifique à l'analyse, et en particulier à l'analyse lacanienne. C'est-à-dire tout n'est pas, tous les réels ne sont pas le réel de la cure. C'est ça. C'est ça. Alors justement, je vais essayer, ça me redonne le fil à suivre. C'est que à partir de ce réel que la science établit, à partir des phénomènes, il y a la façon lacanienne de prendre la psychanalyse. Alors Lacan l'a beaucoup fait à partir d'une part des mathématiques, mais surtout de la logique mathématique. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que de quoi il s'est aperçu, mais assez tardivement, il faut bien dire dans son enseignement, il s'est aperçu que justement la logique trouvait sa limite et que il a à ce moment-là situé le réel comme ce qui était, comme ce qui signalait les impasses de la logique. Et c'est à partir de ce moment-là qu'évidemment il a largement développé ce qu'on peut considérer comme le réel propre de la psychanalyse, c'est-à-dire le réel qu'on rencontre dans les cures et qui est le réel sexuel. Et c'est avec la formule il n'y a pas de rapport sexuel que Lacan s'est avancé au-delà de ce que la science permettait, parce qu'il a essayé de traiter ce qui ne pouvait pas justement s'écrire sous forme de matière. Au fond, c'est ce qui échappe alors au réel, ce qu'on pourrait dire au réel de la science, parce que la logique. Mais ça, on le voit très bien. On voit très bien que ça échappe au réel de la science. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'elle fait, la science, par rapport au sexe? Elle fait de la biologie. Et la biologie ne rend pas compte des phénomènes de langue, des phénomènes langagiers qu'on rencontre dans la psychanalyse. Et c'est en ça que, au fond, dans la psychanalyse lacanienne, il y a bien sûr à traiter ce réel qui revient toujours à la même place, ce qui se répète, mais il y a aussi quelque chose qui ne se répète pas, qui est là de tout temps, et qui est ce réel sexuel. C'est-à-dire le fait qu'il n'y a pas d'harmonie possible entre hommes et femmes, ou entre hommes et hommes et femmes et femmes, et c'est ce point-là a des conséquences. Il a des conséquences par rapport à à la parole, par rapport à ce que dit un sujet, et qui concerne essentiellement les symptômes et le fantasme. Donc, on rencontre le réel dans une cure en parlant finalement, en parlant de la rencontre homme-femme. On pourrait dire ça comme ça. Pas seulement homme-femme. Pas seulement homme-femme, bien sûr. Enfin, de la rencontre. Voilà. Oui, c'est la question du sexe. De la rencontre des sexes. Du sexe. Du sexe. Il y a quelque chose du sexe qui fait défaut et qui ne se rencontre pas dans le savoir. Il y a quelque chose du sexe qui ne peut pas se savoir. C'est ce point-là qui est le réel. C'est ça. C'est pourquoi, donc, dans la cure, on peut dire finalement que l'inconscient réel, c'est la même chose que le non-rapport sexuel. Que la rencontre du non-rapport sexuel. Est-ce qu'on peut dire ça? C'est une des questions qui a été posée d'ailleurs. C'est-à-dire que dans la mesure où l'harmonie sexuelle est impossible, puisque l'impossible, c'est le nom du réel dans la psychanalyse, dans la mesure où le 1 n'est pas possible dans la rencontre sexuelle, vaut mieux dire ça d'ailleurs, la rencontre sexuelle plutôt que homme et femme, puisque
homme et femme est une version hétéro de la sexualité. Et que bien entendu, on est quand même au fait aujourd'hui qu'il y a d'autres façons Bien sûr. d'être en relation avec le sexe. Ça pourrait, d'ailleurs, ça pourrait questionner sur le fait que l'homosexualité, ça évite la rencontre avec le non-rapport sexuel, ce qui est faux. Oui, bien sûr, mais c'est justement ça qui se passe, c'est-à-dire que dans les nouvelles formes, nouvelles entre guillemets, de sexualité, il y a quelque chose qui pourrait avoir qui pourrait être la tentation de contourner, de détourner ou de surmonter même le non-rapport. Or, précisément, ce à quoi se heurtent ces sujets, c'est au réel, c'est-à-dire à l'impossibilité d'écrire le rapport. C'est pas parce qu'on va du côté du même qu'on peut écrire le rapport. Et alors, justement, comment tu peux expliquer ça? Est-ce que, en fait, est-ce que le fait d'aller vers le même, c'est pas tellement plutôt le fait d'aller vers le même, mais c'est le fait que tout ça passe par le langage qui fait qu'on se heurte au réel. Oui, c'est-à-dire, c'est ce qui. Oui, c'est parce que ça passe par le langage, parce qu'on n'a pas d'autre moyen pour attraper le réel. Bien sûr. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut, parce que tu dis, ça pourrait être une façon de contourner le non-rapport sexuel, parce que ça n'aurait à voir finalement qu'avec l'image de rencontrer le même, comme tu Oui, dis, oui, ou le même sexe, enfin. ça serait, encore une fois, contrairement à ce que disait Freud, retomber dans l'anatomie et retomber dans un destin qui serait anatomique. C'est ça. Or, c'est bien le problème, et on voit qu'aujourd'hui, par exemple, avec les gender fluides et toutes ces questions sur comment le sujet se vit par rapport au sexe, on voit bien qu'on peut pas, qu'il ne suffit pas de l'image, que l'image est insuffisante à rendre compte du problème. C'est ça. Donc, parce que justement, il y avait quelqu'un a posé une question que j'ai trouvée intéressante et difficile. C'était à partir de ce que tu avais dit la dernière fois sur le fait que l'inconscient se manifeste, l'inconscient réel, hein, donc on parlait de ça, se manifeste dans la coupure entre les mots et le corps. Tu te souviens, tu en avais parlé de ça. Et cette personne demande alors quel lien avec la langue. Le lien est évident. Ben vas-y. Le lien est évident, c'est-à-dire qu'il n'y a que par la langue, justement, qu'on peut rétablir C'est le ça. lien. Et ça tient au fait que c'est par la langue qu'on entre dans le monde, enfin qu'on se crée un monde. Sur ce point d'ailleurs, il y a une chose sur laquelle il faut appuyer, c'est que nous croyons que nous sommes dans le même monde. Nous parlons du monde. Or, ce que la psychanalyse a démontré, c'est que chacun est dans son monde. Chacun est dans son monde parce que chacun voit le monde à travers la lunette de son fantasme. Et donc, nous ne sommes absolument pas dans le même monde. Ce qui est intéressant pour la psychanalyse, à cause de la psychanalyse, c'est justement le fait qu'elle peut changer le rapport au monde. Et au fond, il y a dans le parcours d'un sujet quelque chose qui est l'invention de son propre monde. Et c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que à partir de la remarque que chacun voit le monde selon sa lorgnette, on arrive à quelque chose qui est que chacun se crée un monde et que donc la question c'est comment savoir que votre voisin a un monde et que vous en avez un autre. Qu'est-ce qui peut opérer entre deux sujets? Eh bien, c'est le fait de parler. C'est parce qu'on va se parler qu'on va savoir, qu'on a quelque chance de savoir un peu dans quel monde l'autre vit.
Oui, alors là, moi, je mettrai un bémol parce que, au fond, j'ai envie de te dire que tant qu'il y a le fantasme, on peut absolument pas savoir dans quel monde l'autre vit. Parce que il me semble que justement, le fantasme ne fait apercevoir que le monde dans lequel le sujet vit. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Ah pardon, ben, j'ai mal entendu C'est alors. ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que par la psychanalyse, Ah oui, c'est ça. C'est-à-dire que ah oui, voilà, ce trajet permet d'entendre un peu l'autre, quoi. C'est ça que tu veux dire. mais c'est-à-dire que ce que l'analyse délivre comme message, c'est que précisément l'autre ne s'atteint pas, Oui, mais que c'est pas parce qu'il ne s'atteint pas qu'il n'y a pas d'échange possible. c'est ça. Et même, j'irai plus loin, je dirais que c'est parce qu'il ne s'atteint pas qu'il y a de l'échange C'est ça. possible. Alors justement, tu vois, on a parlé du non-rapport sexuel, finalement, de ce que l'on rencontre dans la psychanalyse par le fait de parler, c'est-à-dire d'une impossibilité qui tiendrait au langage même, enfin, au fait de parler, qui se rencontre comme ça dans la cure. Mais je voudrais quand même que qu'on arrive à préciser que ce réel-là, il est singulier. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on a dit il n'y a pas de rapport sexuel que ça résonne pour tout le monde de la même façon. C'est-à-dire, ce réel qu'il y a dans la langue, il est propre à chacun. Et je voudrais que si tu peux, que tu expliques un peu ce concept qui est un peu le concept de la lettre chez Lacan. Je voudrais que tu en parles parce qu'au fond, on voit très bien, il y a des réels dont on a parlé, il y a le réel de la cure qui est le réel du non-rapport sexuel, mais il y a surtout pour chacun un réel en fait. Et est-ce que tu peux expliquer un peu ça, ou parler un peu de ça? Oui, oui, il faut introduire quelque chose dont on n'a pas parlé jusque-là, qui est le symptôme. Voilà, C'est-à-dire que, comme Lacan le dit, le symptôme est ce qu'il y a de plus réel pour un sujet. Or, c'est par le symptôme que on peut attraper le réel. Et c'est pas un hasard si dans l'enseignement de Lacan, qui a quand même duré 25 ans, la transformation, le déplacement le plus important qu'il ait opéré, c'est sur la question du symptôme. Alors évidemment, au début de l'analyse, le sujet vient avec des symptômes qu'il a plus ou moins repérés, et il a dans l'idée que ces symptômes ont un sens et que la psychanalyse, par le biais du transfert, va lui permettre de découvrir le sens de ces symptômes. Le petit problème avec ça, c'est justement la question du réel. C'est-à-dire que le symptôme n'est pas seulement un message. Le symptôme a une autre fonction. c'est ça. Oui. Et cette fonction du symptôme, ce que tu appelais la lettre à l'instant, cette fonction du symptôme met en jeu quelque chose dont on a jusque-là pas beaucoup parlé, mais on sera sûrement amené à le faire à l'avenir, c'est la question de la jouissance. Et donc le symptôme, lui, a à voir avec la jouissance. Et c'est cette jouissance qui va être modifiée par l'analyse au point qu'en effet, le sujet saura quelque chose de son rapport au réel et de son réel à lui. Alors, comment, si je parle de son réel à lui, qu'est-ce que je dis? Je dis que d'où vient le symptôme? Le symptôme vient de la frappe de la langue sur le corps, dans le corps. Et que donc c'est à partir du moment où quelque chose dans l'analyse pourra être aperçu au fond des signifiants qui ont frappé le corps, que le rapport au réel pourra être, un, mis en lumière, et deux, modifié. C'est-à-dire quelles conséquences ça a de mettre au jour les signifiants qui ont touché le corps et qui ont provoqué le symptôme. Mais le symptôme, en effet, c'est là que c'est intéressant, c'est que le symptôme est l'effet du non-rapport. Et c'est par la langue qu'on y accède. C'est ça. Il n'y a pas d'autre façon. C'est pour ça que toutes les thérapies à la gomme qui existent aujourd'hui tapent à côté, ratent la cible. Parce que la cible, c'est le symptôme.
Et c'est en ça que la psychanalyse peut durer. La psychanalyse peut durer parce qu'elle prend en compte ce qui constitue le sujet. C'est-à-dire que le sujet est l'effet du langage, mais s'il y a le langage, c'est parce qu'il y a le réel et que le symptôme est la réponse. Voilà. Donc c'est très précis. C'est très précis. C'est-à-dire qu'au fond, c'est un mot. Un mot. Enfin, peut-être qu'on ne peut pas réduire avec le mot, je ne sais pas, mais c'est disons, un son qui touche un corps, qui produit un symptôme. Oui, oui. Donc, enfin, je trouve que c'est important de dire ça parce qu'on mesure à quel point, au fond, une analyse, c'est c'est un peu rechercher une aiguille dans une botte de foin. Sauf quand même qu'il y a le symptôme. Oui, c'est-à-dire que l'aiguille est liée. Oui, voilà, c'est ça, sauf qu'il y a le symptôme. Voilà, on sait que l'aiguille s'y trouve. Pourquoi? Parce que c'est ce qui titille le sujet à longueur de temps. Exactement, exactement. Et alors, c'est une des conséquences de ce qu'on est en train de dire, c'est que, au fond, et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'analyste qui reçoit un analysant n'a aucune idée de ce qu'est le réel pour cet analysant. Oui, Il suppose qu'il y a un réel, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que l'analyse, au fond, l'analyse fonctionne à partir du savoir qu'a l'analyste qu'il y a cette dimension du réel. Bon. Donc toute la question, c'est de savoir de quel réel il s'agit pour un sujet donné. Exactement, c'est Voilà. ça. Et évidemment, si quelque chose peut se savoir, et c'est ça l'inconscient, si quelque chose peut se savoir, alors si le sujet en prend acte, parce qu'il faut quand même ça, il ne suffit pas que ça sorte, il faut que le sujet en prenne acte. Qu'est-ce que ça veut dire en prenne acte? Ça veut dire en tire les conséquences. Et qu'est-ce que ça transforme dans son rapport au monde, dans son rapport à la vie, dans son rapport au partenaire, enfin dans tout ce qui le concerne. Voilà. C'est ça, donc il ne suffit pas de dire, il n'y a pas de rapport sexuel pour dire que l'analyse est terminée. C'est-à-dire, il faut dire en quoi, pour soi, il n'y a pas de rapport sexuel. C'est-à-dire, C'est ça. voilà. Alors donc, on peut dire, par exemple, le réel pour toi, c'est pas le réel pour moi, on est bien d'accord avec ça. Alors finalement, j'ai envie de te demander, qu'est-ce qu'on peut savoir de l'inconscient de l'autre? Ce qu'on peut savoir de l'inconscient de l'autre, ça passe par deux choses. Ça passe par ce qu'il dit et ça passe par le dire. Il faut bien distinguer le dit, c'est-à-dire les énoncés, et le dire, c'est-à-dire le fait que ces énoncés sont produits par quelqu'un. Et que chacun, ou tout le monde le sait, chacun ne parle pas de la même façon. Oui. Chacun a ses propres modulations, ses propres silences, ses propres rythmes, son propre rythme. Et chacun, au fond, quand il parle, témoigne du rapport qu'il a à la langue. C'est pour ça qu'on peut distinguer entre ce qu'est dire et ce qu'est blablater, ce qu'est bavarder. La plupart du temps, tout le monde bavarde. C'est ça. Et de temps en temps, dans l'analyse, quelqu'un, animé par un dire, dit quelque chose qui compte. Et donc c'est ça, la psychanalyse, c'est en ça que c'est irremplaçable. C'est que la psychanalyse est la seule pratique qui prenne ça en compte. Juste, tu dis quelqu'un tout à coup, au fond, est animé par un dire. Comment tu, comment tu l'entends dans une cure, ça? Comment on entend que tout à coup, quelqu'un est animé par un dire? Ah, il y a deux. C'est-à-dire qu'on sort du bavardage. À mon avis, il y a deux choses. Il y a deux choses. C'est la façon
dont, je pense ça autrement, il est possible que ce dire que j'évoque est partie liée avec la répétition. C'est-à-dire, j'essaie de simplifier, c'est-à-dire que un sujet qui raconte, qui à plusieurs reprises est revenu sur un événement, sur quelque chose qui se passe dans sa vie, et sur des rêves qui se répètent, etc., tout d'un coup, ce qui se noue pour le sujet, je ne dis pas nous par hasard, ce qui se noue pour le sujet, c'est qu'il s'aperçoit tout d'un coup que ça a un effet dans son corps. Et alors que jusque-là, il a pu parler 10 fois de la même chose sans que ça fasse autre chose qu'entrer par une oreille et sortir par l'autre. Et là, quelque chose du corps se manifeste sous la forme d'un affect. Ça peut être tout d'un coup un poids du corps ou au contraire une légèreté du corps. Ça peut être l'impression d'un corps pris en masse. Ça peut être un point d'angoisse dans le corps. Et en tout cas, ce qu'on voit très bien, et ça c'est très intéressant, c'est qu'il ne faut pas du tout que les sujets hésitent à répéter la même chose. Les sujets croient toujours qu'il faut qu'ils disent autre chose, qu'ils n'ont jamais dit. C'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est au contraire répéter, 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 revenir toujours au même point pour prendre une direction. Et là, à un moment, dans le corps, il peut se passer quelque chose. Alors bien sûr, il y a une autre dimension qui a à voir avec le dire, c'est que il se trouve que une langue, c'est fait essentiellement d'équivoques. C'est, Lacan le dit, c'est l'ensemble des équivoques qui ont persisté avec l'histoire, et c'est ça qui constitue une langue. Bon. Alors, dans cette langue que le sujet parle, l'analyste a un rôle à jouer. C'est pour ça que je disais dès le départ que de temps en temps, l'analyste parle. Et en effet, l'analyste peut faire entendre au sujet, soit parce qu'il module différemment l'équivoque, soit parce qu'il coupe la séance sur ce point, peut faire entendre au sujet qu'il y a quelque chose dans sa langue qu'il n'avait jamais aperçu. Et il se trouve qu'en général, ça a un effet immédiat sur le corps. Et que le sujet s'aperçoit que là, ça fait événement parce que ça fait avènement de quelque chose. C'est ça. Voilà. Et donc c'est une autre façon, ça, d'attraper le réel. D'accord. Alors, pour finir, je voudrais juste citer une jolie phrase qu'on a reçue sur la question de la transmission, une phrase qui a été envoyée après la première vidéo. Cette personne dit « La transmission est ce qui suffit, ni trop peu, juste c'est assez ». Donc je voulais, voilà, juste pour terminer, citer cette phrase, juste c'est assez. Voilà. Oui, alors justement, ce qui est drôle, c'est que c'est assez, c'est une baleine. Oui. Et c'est assez peut ne pas être assez. Et ça peut aussi être tassé. C'est ça. C'est-à-dire comprimé. Or, le but de l'analyse n'est pas de compacter les choses, n'est pas de les comprimer. Mais au contraire, ce qui peut se transmettre n'est pas de cet ordre. Ce qui est en cause dans l'analyse, c'est il y a une dimension de lacet. Vous voyez, lacet, enlacé, etc. Il y a une dimension de lacet qui est la satisfaction. C'est-à-dire que dans
dans la satisfaction, il y a l'assez. Ça satisfait. Bon. Et ça, qu'est-ce qui peut caractériser, qu'est-ce qui peut conduire au juste assez? C'est le juste à temps. C'est-à-dire effectivement cette contingence dans l'analyse de cette contingence qui fait rencontre avec du nouveau, et c'est ce nouveau qui peut faire conclure à l'analysant que ça suffit, que c'est assez. Mais sans le juste à temps, il n'y a jamais de c'est assez. Évidemment, on pourrait s'amuser et dire que donc la question de l'analyse, c'est la même que la question du nettoyage des océans, pour que justement le cétacé ne disparaisse pas. Mais là, c'est évidemment, d'ailleurs, on arrive à la fin de l'entretien, c'est pour finir sur une note humoristique. C'est ça. Voilà, ben merci beaucoup. À la prochaine fois. Au revoir.